Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Info Arménie. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur d'interviewer Denis Donikian, célèbre plasticien, écrivain, intellectuel franco-arménien. Bonjour Denis Donikian. Bonjour. Alors pour rappeler à nos auditeurs un petit peu votre biographie, vous êtes né le 19 mai 1942 à Vienne, dans l'Isère. Vous êtes écrivain et plasticien d'origine arménienne et d'expression française. Vos thèmes de prédilection sont la République soviétique et la République actuelle d'Arménie, la diaspora, le dialogue arméno-turc. Et vous avez construit un petit peu votre domaine de prédilection sur les genres littéraires un petit peu variés, la poésie, l'essai, le théâtre, le roman, les nouvelles et les aphorismes. Mais vous êtes connu aussi comme peintre et sculpteur, dont on pourra voir effectivement quelques œuvres. Vous êtes natif de Malatya, c'est ça? Non, mes parents. Vos parents sont natifs de Malatya, et dont le maire turc avait protégé des chrétiens, je crois, c'est ça. Voilà. Vos parents sont partis d'ailleurs à cette époque-là pour Alep, Beyrouth et aussi également la France. Vous passez votre enfance au Kemp et donc vous avez comme vous formez au collège arménien Samuel Mourat à Sèvres de 53 à 58 et vous écrivez votre premier et unique poème en langue maternelle. Ok, on y va. Alors, vous passez votre enfance au Kemp et à 5 ans, sur le port de la Joliette à Marseille, vous assistez au départ du navire Rossia, qui rapatriait plus de 3600 Arméniens de France en Arménie à l'appel de Staline. Et effectivement, vous étiez extrêmement ému à l'idée de voir vos amis partir, quoi. Vous avez été au collège arménien Samuel Mourat de Sèvres de 53 à 58. Vous écrivez votre premier et unique poème en langue maternelle. Ensuite, vous faites vos études en lettres modernes et philosophie. Oui. Vous aurez comme professeur François Dagonier. Et vous créez parallèlement vos études vous intégrez plus exactement le centre d'études arménien, le mouvement créé par le docteur Georges Hanian. Voilà. Et vous partez régulièrement en Arménie de 69 à 70. Non, là je vais en tant qu'étudiant. En tant qu'étudiant en Arménie, vous y séjournez à plusieurs reprises. En 2008, vous êtes observateur pour le compte de l'antenne locale de Transparency International. Et vous serez témoin des premiers affrontements du 1er mars avec la police. Ouais. Voilà. Vous allez après l'Arménie, vous allez enseigner à l'Institut pédagogique de Kiev. Ça on peut le noter aussi également, c'est une expérience intéressante. Et vous rencontrez aussi, il faut le signaler, Sergueï Paradjanov clandestinement à Tbilissi, Oui. pour une interview en 1980. Vous participez de 2004 à 2008 à la création du site yevrobatsi.org. Où vous êtes chroniqueur et rédacteur en chef. Et c'est là où vous décrivez un petit peu, c'est un véritable laboratoire autour des idées de la question du génocide arménien et des réparations. De 2007 à 2011, vous entreprenez une démarche originale avec un Français d'origine turque, Michel Attalay. Vous mettez en place une commémoration unitaire devant la statue du Père Komitas, place du Canada à Paris. Voilà, donc concrètement, Denis Donikian, vous êtes l'auteur de plusieurs livres, dont vous allez nous présenter les derniers, qui sont L'Arménie à cœur et à cri, et Vie dure, un roman en question. Voilà, celui-ci. Donc là, ce sont les chroniques de Yevrobatsi qui ont été rassemblées. Et à propos de Vie dure, ce sont des dialogues dans des entretiens avec des amis qui avaient lu Vie dure et qui m'interrogent à propos de ce livre parce que en fait le livre a été très mal reçu
dans sa traduction arménienne en Arménie, et j'ai voulu faire une mise au point. Voilà. Pourquoi il a été très mal reçu en Arménie? Alors, ça c'est tout un problème, parce que peut-être qu'on a pris mon livre, c'est ce qu'on m'a dit, hein, comme une forme d'accusation, comme si je prenais l'Arménie pour un pays du tiers-monde. Et j'ai estimé que c'était injuste, d'autant que en général, les données sociologiques que j'utilise sont celles d'une sociologue arménienne d'Arménie qui s'appelle Ranush Kharatian, et je voudrais bien savoir si Ranush Kharatian prend l'Arménie pour un pays du tiers-monde. C'est une accusation que je trouve indue, et en même temps, bon, je trouve qu'on a pris ce roman pour un document, alors que c'est un roman. Bon, d'accord. Est-ce que c'est le livre qui reprend aussi également donc les articles que vous faites sur Internet, les critiques, on va dire un petit peu radicales, ouais. Voilà, que vous avez publié sur votre site Internet, et qui sont des critiques radicales, mais quand même dans un esprit un peu, on va dire littéraire, un peu critique, humoristique, voilà. Humoristique. Alors, si vous voulez, j'évoque en fonction de l'actualité, j'évoque la Turquie, bien sûr, la Turquie d'Erdogan. Par exemple, Erdogan a lancé une fois que les Arméniens devraient faire des excuses aux Turcs. Là, évidemment, c'était un peu une provocation. J'ai écrit un article là-dessus. J'ai écrit aussi sur notre bien-aimé président de la République d'Arménie qui s'appelle Serge Sarkissian. Là aussi, c'est sur le ton humoristique. Enfin, toutes sortes de thèmes qui venaient et qui me permettent en fait d'approfondir nos rapports à l'arménité et nos rapports avec l'Arménie. Et ça n'est pas que des critiques en fait. Il y a des propositions. J'en donne une. Par exemple, j'ai beaucoup voyagé à l'intérieur de l'Arménie, fait des randonnées en fait. Et j'ai écrit sur mes randonnées, dont un s'appelle, par exemple celui-ci, s'appelle L'enfer fleuri du Tavouche. Hein. Et parmi les aspects positifs, parce que souvent, on dit de Denis de Liquian que c'est un type qui tape sur l'Arménie, chose qu'il ne faut pas faire, alors que je fais des propositions. Les randonnées, par exemple, c'est une manière formidable de rencontrer l'Arménie, de sortir des sentiers battus, de rencontrer les gens. Pour les Arméniens de la diaspora, au lieu de rester au centre-ville de Yerevan, eh bien, cette manière d'aller rencontrer les Arméniens, de reconnaître leurs problèmes, etc., ça ne peut qu'aider effectivement l'osmose qui doit se créer entre la diaspora et l'Arménie. Qu'est-ce que concrètement, suite à vos différentes randonnées en Arménie, à quelle conclusion vous en êtes venu? Qu'est-ce que vous proposez concrètement du rôle que devrait jouer la diaspora par rapport à l'Arménie? Eh bien, par exemple, il y a des villages qui sont abandonnés, en fait. Ils sont au fin fond de l'Arménie, ils sont adossés à des forêts, donc c'est je dirais, le bout du monde. Ces gens-là sont abandonnés, mais quand ils voient des gens de la diaspora venir et s'intéresser à eux, et puis non seulement, je dirais, s'intéresser, mais aussi apporter quelque chose, parce que en fait, les intellectuels d'Arménie ne font pas ce que j'ai fait. Ils ne sont pas allés voir ces gens-là, parce que c'est pas intéressant. Alors qu'au contraire, c'est la première chose que les intellectuels doivent faire pour justement établir entre les Arméniens une véritable confraternité, quoi. Alors, vous faites une critique quand même assez âpre de la diaspora. Vous parliez de Radio Naphtaline, vous parliez des critiques un petit peu on va dire de la diaspora, de son comportement vis-à-vis de l'Arménie. Comment voyez-vous la diaspora aujourd'hui? Comment pouvez-vous la caractériser? D'abord, la diaspora, c'est
contrairement à ce qu'on croit, ça n'est pas 300 000 personnes. La diaspora, c'est une petite partie de personnes engagées qui, effectivement, peuvent lancer des mouvements. Alors, la diaspora, c'est le CCRF, c'est d'autres organisations, bien sûr, qui sont intégrées au CCRF. Et quand le CCRF parle, on croit que c'est la diaspora qui parle, ce qui n'est pas tout à fait juste. Par exemple, le CCRF a je dirais, une ligne officielle, c'est-à-dire qu'une ligne qu'il faut tenir pour que, effectivement, les rapports ne soient pas trop bousculés, si vous voulez. Moi, j'ai toujours dit que la diaspora, ne serait-ce que par ses élites, a un rôle à jouer auprès de l'Arménie et des Arméniens. Et pensez-vous qu'aujourd'hui, il le joue de manière effective? Non, justement pas. Mais c'est très délicat parce que, en fait, comme je l'ai dit, l'Arménie reste un pays en guerre. Hein? Et c'est quoi un pays en guerre exactement? Un pays en guerre, c'est-à-dire qu'ils ont effectivement des frontières, des soldats qui meurent tous les jours. Cette instabilité fait que le gouvernement, que je n'approuve pas, attention, hein, c'est pas du tout ça. Il y a deux choses différentes. Au niveau de la défense des frontières, le gouvernement fait plus ou moins bien son travail. Bon, plus ou moins. C'est-à-dire concrètement oui, parce que pour l'instant, les frontières, depuis 20 ans, sont maintenues. Mais ce qui ne va pas, c'est qu'effectivement, la corruption qui existe en Arménie, elle touche obligatoirement l'armée. Et c'est ce qu'on a vu la dernière fois, effectivement. Voilà, avec, et donc, il y a très certainement des choses qu'on ne voit pas, mais qui ne sont pas visibles, mais il y a très certainement des soldats qui sont morts à cause de la corruption. Alors, Sarkissian, par exemple, je lui ai toujours reproché, en fait, parce que l'Arménie reçoit beaucoup d'argent, l'argent de la diaspora. La diaspora arrive à faire des petites choses, mais elle est toujours, en fait, freinée par, effectivement, les gens corrompus qui empêchent les grandes initiatives. Mais si, par exemple, les initiatives étaient ouvertes, la diaspora ne demanderait qu'une chose, c'est qu'effectivement d'aider l'Arménie. Mais l'Arménie, en fait, n'est pas aidée parce que la diaspora commence à être réticente, sachant que son argent est détourné. Donc, mais si, admettons, on avait un pays propre, eh bien, il est possible qu'effectivement, je dirais, il y ait une véritable, un véritable transfert aussi bien des intelligences que des finances au sein de l'Arménie pour que on apporte, nous, ce que nous savons, parce que la chance des Arméniens, c'est d'avoir une diaspora qui s'est frottée à des civilisations qui sont assez développées, alors que l'Arménie est un petit pays qui est en train de se développer, qui ne connaît pas tous les rouages de la démocratie, et aussi, par exemple, tout ce que peut apporter la culture. Voilà, on en est là. Et malheureusement, encore une fois, je vais parler de la diaspora en disant que, par exemple, ce qu'on appelle les maisons dites de la culture sont en fait des maisons qui sont tenues par un parti, et lequel parti a orienté en fait ces maisons vers la reconnaissance du génocide. Or, le génocide, pour moi, c'est une double peine, c'est-à-dire la peine des massacres, ça a été je dirais, quelque chose de physique, mais là où le piège dans lequel la diaspora est tombée, c'est que nous avons axé notre culture, mais je la mets entre guillemets, uniquement du côté de la mémoire.
Est-ce que ça, c'est pas justement organisé? Parce que on voit de manière récurrente, et surtout ces dernières années, ne parler, quand on parle des Arméniens, ou justement quand vous évoquez le CCF, les organisations représentatives des Arméniens de France, uniquement axé que autour du génocide arménien et uniquement quasiment autour de cette thématique. Voilà. C'est matin, midi et soir, Voilà. C'est une sorte voilà. de, Alors, si de vous totem. voulez, la reconnaissance du génocide, le combat pour la reconnaissance est nécessaire. Ça, je suis à 100%. Et vous pensez qu'on avance dans cette cause ou plutôt on recule en ce moment? Mais il y a des effets secondaires. Les effets secondaires, c'est que nous avons axé notre esprit et notre culture vers le passé. Or, si on avait travaillé pour le présent, eh bien, on aurait davantage travaillé en osmose avec l'Arménie pour que, à la fois la diaspora et l'Arménie se développent mutuellement. Je vais donner un exemple des erreurs que nous commettons. Par exemple, il y a des écoles arméniennes. Les écoles arméniennes sont fondées sur l'apprentissage de la langue occidentale. Alors, l'apprentissage de la langue occidentale, je suis d'accord, très bien, mais c'est en fait un effet de nostalgie. C'est pas lié à l'actualité. Si vraiment, alors quelle est la conséquence? C'est que les élèves quand ils sortent, eh bien ils voient que la langue ne se parle pas, et comme la langue c'est quelque chose de vivant, eh bien et ils se parlent pas, ils abandonnent la langue et ils font autre chose. J'ai par exemple, quand j'étais au collège, au Moulin de Raphaël, on était à chaque fois, on était une centaine d'élèves chaque année. Eh bien, dans ces 100 élèves, il n'y a eu que 2 ou 3 personnes qui sont sorties du lot pour pouvoir, par la suite, s'adonner à la culture et être des vrais militants. 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5, mais tout le reste, en fait, ce sont... ce que vous voulez dire, en fait, il y a une déperdition... Donc ça ne demeure rien. Ces écoles sont vouées à l'échec parce qu'en fait, les élèves apprennent l'arménien par devoir. Mais quand une langue ne s'apprend pas par devoir, une langue s'apprend pour communiquer. En fait, c'est parce que justement, il n'y a pas eu, pendant ces 25 ans d'indépendance et aussi à l'heure actuelle, il n'y a pas une volonté justement de la part des organisations de la diaspora, justement de ne pas relier, on va dire, l'apprentissage de la langue arménienne avec l'Arménie, le pays Arménie, qui est un pays concret, vivant, et que jusqu'à maintenant, en fait, il n'y a pas de véritable liaison entre la diaspora et l'Arménie. Ils ne se connaissent pas bien, et qu'il n'y a pas de volonté ni d'un côté de la part du gouvernement, on va dire, des gouvernements arméniens. Non, il y a parce que ils ont créé Aridoun, c'est-à-dire qu'ils font venir des jeunes en Arménie. Alors, c'est des vacances, etc. Mais c'est ça. Quand on est à l'échelle d'un pays, il faut peut-être à un moment arriver. Vous prenez l'exemple, par exemple, des Juifs et ce que fait Israël. Hein, on va prendre. Je parle pas du projet effectivement politique. Je parle simplement du mécanisme. On voit très bien que c'est un mécanisme aujourd'hui qui fonctionne, c'est-à-dire que vous avez un pays Israël et les Juifs sont attirés sur ce pays qui est un pays qui offre des perspectives, qui est un pays vivant, et on a l'impression que chez les Arméniens c'était une culture qui est un peu morte et que on ne conçoit pas tout à fait l'Arménie comme étant un objet vivant. C'est un objet on va dire de vénération un petit peu pas tellement vivant. C'est assez conceptuel. Il n'y a pas de relation avec une réalité. Ce que vous dites est d'autant claire. plus juste que, encore une fois, ce génocide nous a plus ou moins obligés à multiplier les khatchkars dans toutes les villes. Le khatchkar, c'est un symbole de mort, en fait. Voilà. Hein. Et maintenant, on est passé à un autre stade. On crée des maisons de la mémoire. Vous voyez, ça aussi, la mémoire, c'est quelque chose de mort. Mais c'est pas quelque chose de vivant. La preuve en est, c'est que quand quelqu'un parle de choses vivantes, de l'actualité, modestement, je vais dire comme moi, eh bien, il est ostracisé, en fait.
parce que... c'est un culte, en fait, on cultive, entre guillemets, c'est un culte de la mémoire. Oui, en fait, voilà. qui est séparé de toute réalité actuelle. On déifie un petit peu ce terme de génocide pour ne pas parler peut-être d'autres choses qui pourraient fâcher. Il n'y a pas seulement ça, mais c'est que je dirais, en accroissant, je dirais, le rôle de la mémoire dans notre esprit, on a réduit, atrophié, en fait, l'inventivité. Or, une culture, elle s'invente. Une culture, elle se remet en cause. Et comme je le disais, les valeurs arméniennes ne sont pas toutes positives. Les valeurs arméniennes font du mal. Les valeurs arméniennes font souffrir, ne serait-ce que le rôle des femmes en Arménie, par exemple. Est-ce que ça fait partie des valeurs ou c'est des déviances qu'on peut trouver partout? Est-ce que c'est propre oui, aux c'est valeurs? peut-être une déviance. Les valeurs, c'est quelque chose, entre guillemets, qui sont positifs, qui constituent, on va dire, l'identité d'un peuple. Les valeurs, c'est ce qui constitue l'identité d'un peuple. Mais justement, si vous voulez, la soumission de la femme, c'est une valeur. Oui, mais c'est pas propre aux Arméniens, ça. Non. Peut-être pas propre aux Arméniens, mais je crois... Et le mépris du sexe faible, en Arménie, eh bien oui, par exemple, les garçons sont... Quand il y a des naissances, si. Oui. Alors, on préfère les garçons aux filles. Ça, c'est très... Même maintenant. Et d'ailleurs, ce qui se passe, c'est que... Est-ce que ça, c'est pas plutôt imputable au niveau, on va dire, de l'Arménie qui entre guillemets, oui. plutôt en train de diminuer en ce moment et que malheureusement on est devant peut-être une population qui n'est pas forcément, quand je parle du nombre, ce qu'elle était il y a peut-être 25 ans au sortir de l'indépendance. Il y a peut-être aussi cet effet sociologique qui fait que malheureusement la population qui reste n'est pas forcément d'un très très grand niveau pour une partie d'entre elles. Est-ce que c'est pas plutôt dû aux conditions, on va dire, socio-économiques? Donc concrètement, sur le rôle de la diaspora, aujourd'hui, la diaspora essentiellement vis-à-vis de l'Arménie continue donc, on va dire, une aide. On peut dire, compte tenu des immenses besoins de l'Arménie et des possibilités financières de la diaspora, on peut dire que c'est une aide quand même, sans porter injure à ceux qui aident, relativement modeste par rapport aux besoins immenses de l'Arménie. Hein, ça, c'est un fait. Mais encore une fois, cette aide, la diaspora n'attend qu'une chose, c'est qu'on leur ouvre les portes et on leur ouvre les possibilités. Par exemple, le fameux café de Paris, à Yerevan. Si vous saviez toutes les crasses qu'on a faites au propriétaire, hein, j'ai oublié son nom, et elle a fini par quitter. Parce que et il y a beaucoup d'autres entreprises, il y a des gens qui ont voulu créer des choses. Mais on leur a mis des bâtons dans les roues. Justement, après on est arrivé au 25e année de l'anniversaire de l'indépendance de l'Arménie, pardon. À partir de ce constat-là, du fait aussi que la situation en Arménie s'aggrave, au point de vue économique, il y a une émigration qui est absolument très très importante, de l'ordre d'au moins 50 000 départs par an. Une situation géopolitique qui se dégrade avec les guerres qui sont faites par l'Azerbaïdjan, etc. On ne va pas en revenir, on a déjà là-dessus pas mal glosé. Est-ce que concrètement, il n'y a pas un moment où la diaspora doit se dire effectivement, cette aide qui a été apportée ne donne pas de résultats escomptés, est-ce qu'il ne faudrait pas passer justement à une aide qui serait beaucoup plus importante et que les Arméniens d'Arménie attendent de nous, c'est une aide morale, une aide psychologique, morale et une pression très clairement vis-à-vis des gouvernements arméniens pour respecter le droit justement des citoyens à avoir une justice honnête, le droit d'avoir une vie digne, vous voyez ce que je veux dire, le fait d'aller de l'avant. Est-ce qu'on ne serait pas plutôt dans ce type de relation qu'il faudrait mettre en place plutôt que de l'aide sans fin qui ne donne pas de résultat? Mais je pense que tout ça c'est politique. Hein. À partir du moment où la politique change, si la politique est ouverte à la diaspora... Donc la diaspora pour vous, n'a pas de responsabilité, je parle des instances, n'a pas de responsabilité dans ce qui se passe. Elle a une responsabilité, mais la diaspora, elle est timorée,
vis-à-vis du gouvernement. Pourquoi? Bon, pourquoi? Parce que d'abord, la diaspora, pour moi, elle n'est pas unie. Qui est-ce qui va... c'est qui la diaspora? Le CCF, par exemple, est-ce qu'il n'a pas un rôle à jouer? Le CCF, c'est 2 personnes, et ces 2 personnes, parmi ces 2 personnes, il y en a une qui respecte un parti et l'autre qui respecte l'autre personne. Donc ça veut dire qu'ils sont sous influence en réalité du gouvernement arménien, ils ne représentent pas la voix indépendante des Arméniens de France, par exemple. Non, ils la représentent pas. D'abord, ils n'ont pas été élus. Ils n'ont pas été élus. Et par ailleurs, si on devait élire des représentants de la diaspora, ça serait un problème très difficile. Gazimian, il a essayé de mettre en place de formaliser des élections, mais c'est très difficile. Arap Toranian, on avait parlé aussi à l'époque. Oui. Il s'était plaint justement qu'il n'y avait pas assez de démocratie. Bon, apparemment, il a enterré ce type de projet-là. Ara, il est pour la démocratie, mais malheureusement, du point de vue pragmatique, c'est difficile à mettre en place. D'accord. Bon, alors, admettons que le CCAF, mais déjà, parmi les membres du CCAF, il y a des gens qui jouent en fait certainement, je dirais, l'atermoiement, c'est-à-dire ne pas faire trop de vagues. Voilà. Et à quoi ça nous mène cette politique? Parce qu'on voit que l'Arménie se dépeuple, on voit que la diaspora disparaît. Quel est le but en fait de ces associations-là? Le problème, c'est que le CCAF a beaucoup trop à faire avec le génocide. Voilà. Pour moi, je pense que c'est comme ça. Ils ont beaucoup trop à faire avec le génocide. Ils sont très occupés par la reconnaissance, pour la reconnaissance du génocide. Quels moyens ils mettent en œuvre? Voilà, c'est énorme comme travail. On croit que c'est facile, mais non, c'est énorme comme travail. Maintenant, s'intéresser à l'Arménie, c'est un autre problème qui implique, je dirais, une réflexion de toutes les associations. Toutes les associations qui font partie du CCAF devraient effectivement réfléchir sur leur implication vis-à-vis de l'Arménie. Parce que ce qui se passe en Arménie, hein, on l'a dit, c'est que depuis le début de l'indépendance, il y a eu une hémorragie énorme qui continue démographique. Moi, je l'ai dénoncé depuis le début dans d'autres livres, et j'ai dit que c'est très grave. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que beaucoup d'Arméniens qui vivent en Arménie ont la tête ailleurs. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus en Arménie. Ils ne pensent qu'à une chose, à quitter. Mais ils ne peuvent pas le faire parce que matériellement, ils ne peuvent pas le faire. Mais ceux qui peuvent matériellement le faire, quitter l'Arménie, ils partent. Alors, la question, c'est justement, en tant qu'intellectuel franco-arménien ou arménien de France, né en France, est-ce qu'on parle d'une démarche intellectuelle de gens qui sont nés ici, qui n'ont pas de pression, qui ne devraient pas avoir de pression extérieure? Est-ce que c'est pas justement à eux d'insuffler justement une voie, une direction avec des objectifs clairs en disant voilà ce que nous voulons maintenant en tant qu'Arméniens de France pour l'Arménie? On nous dit régulièrement, alors justement les fameux partis politiques que vous avez un petit peu cités, ou on va dire la dialectique classique, on nous dit oui, c'est pas aux Arméniens de la diaspora de faire la politique en Arménie. Mais alors, quel est l'intérêt, je dirais, si les Arméniens de diaspora ne sont pas concernés par ce qui se passe en Arménie ou ne veulent pas être concernés? Pourquoi, quelle est la logique d'exiger alors de la Turquie qu'elle reconnaisse un génocide ou de s'intéresser aux problèmes de droits de l'homme en Turquie alors qu'on ne s'intéresse pas aux problèmes de droits de l'homme en Arménie? Comment on peut expliquer ça de manière logique en disant voilà vers quelle direction on va? Les intellectuels n'ont pas un rôle immense en ce sens qu'ils ont du mal à se fédérer pour créer un mouvement. Les intellectuels. Non, mais c'est vrai. Récemment, certains intellectuels, Atomé Goyan, Serge... C'est des personnalités. Voilà, des personnalités se sont mêlés effectivement aux élections pour pouvoir effectivement instaurer une véritable démocratie, une élection qui soit, je dirais, correcte.
Qu'est-ce que vous pensez du rôle des Arméniens de la diaspora, justement des organismes de représentation de la communauté arménienne? Est-ce que vous pensez qu'elles font le boulot, le travail à aider l'Arménie, ou il faudrait que, après 25 ans justement d'indépendance, on voit que les aides effectivement ne sont plus suffisantes, les aides matérielles? Est-ce que vous ne pensez pas plutôt que les Arméniens de la diaspora devrait changer d'axe et commencer justement à s'intéresser à la politique intérieure de l'Arménie, à commencer à aider le peuple arménien dans la conquête, on va dire, de ses libertés, de ses droits fondamentaux? Alors, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est politique. Et c'est aussi culturel. C'est politique dans la mesure où une association de la diaspora, elle ne peut pas, comme ça, comme une fleur, aller en Arménie et donner des leçons. Non, ça je ne crois pas. C'est parce que le gouvernement mettra obligatoirement des freins, et il arrivera un moment où effectivement on va se heurter au gouvernement. Ça c'est impensable pour l'instant. Tant que le gouvernement ne change pas, tant que le gouvernement ne soit pas un gouvernement démocratique ouvert, eh bien, la diaspora ne pourra rien faire. Alors, donc vous voulez dire que en fait, le rôle de la diaspora est éternellement d'être passif, non, pas éternellement, jusqu'à que pas la démocratie, par l'opération du Saint-Esprit, vienne en Arménie? Les hommes comme les associations, pas toutes, mais en tout cas, sont mus par le principe du moindre effort. Le moindre effort, c'est de dire, finalement, on a une association, on fait partie du CCAF, par exemple, on fait des choses, etc. Bon, mais au-delà, c'est du risque. Je suis d'accord. Au-delà, on perd sa place, etc. Donc ça n'avancera pas. Mais ce qu'il faut aussi, moi, c'est pour ça que je dis que c'est culturel, c'est que les instances culturelles, comme les radios, comme vous, par exemple, etc., devraient être des lieux où les choses se discutent. Où les choses se discutent. Il n'y a pas de discussion dans les milieux arméniens. Les choses doivent se discuter. Moi, j'ai toujours... je me moque totalement de ne pas être passé à Radio Rep, mais je regrette au plan de l'arménité, si vous voulez, au plan de l'Arménie, du peuple arménien, je regrette que je dirais, ma réflexion, mes voyages en Arménie, en fait, restent ostracisés. C'est-à-dire que je pense que si j'avais été invité plus souvent dans cette radio dite naphtaline, on aurait pu changer les choses. Donc il y a une volonté de ne pas changer les choses dans la diaspora. Non, mais on dit, au moins il faut qu'on entende ces choses. Oui, mais donc si on ne veut pas les entendre, ça veut dire qu'il n'y a pas de volonté mais peut-être, mais à la longue, à force de frapper, les gens entendent. Ce que je regrette, c'est que, effectivement, les instances culturelles, dites culturelles, de la diaspora, ne savent pas ce que c'est que la culture. Et ils ont oublié qu'il y a une chose qui peut modeler un peuple, c'est effectivement la culture. La culture, celle qui, encore une fois, remet en cause les valeurs. Pour moi, c'est ça. Il ne faut pas avoir peur de remettre en cause les valeurs. Et il y a une espèce de conformisme dans le milieu arménien depuis très longtemps. De conservatisme qui fait qu'on n'avance pas. Alors, il faut remettre en cause les écoles. Il faut remettre en cause les radios. On n'a pas, par exemple, des journaux de réflexion. On a des journaux... Il n'y a pas de débat pratiquement... etc. Un peu... Quoique, ces derniers temps, il y a eu une petite ouverture quand même sur des débats. Dans des radios que vous connaissez, il y a quand même une sorte d'ouverture. Mais concrètement, on va dire que c'est vrai, vous avez raison. Dans la globalité, il n'y a pas de volonté dans les associations arméniennes de parler justement des problèmes de l'Arménie. C'est totalement interdit. Voilà. Il y a des formes de barrage. Alors, justement, vous dites qu'il y a un problème, on va dire, plutôt psychologique de la part
des Arméniens de la diaspora qui sont pourtant impliqués dans les problèmes de l'Arménie en donnant de l'argent à l'Arménie régulièrement, en allant le 24 avril pour demander la reconnaissance du génocide arménien à un pays qui est quand même très grand, la Turquie, puissant et fort. Si ces Arméniens ne se sentent pas capables de changer les choses à l'intérieur d'un petit pays qui est l'Arménie, où ils devraient se sentir plus d'affinité que par rapport à la Turquie, comment va-t-on pouvoir changer et exiger de la Turquie qu'elle reconnaisse le génocide arménien alors que nous, on n'est pas capable de changer les choses dans nos propres pays? Mais ça, c'est tout à fait vrai. C'est parce que... Alors... de mon côté, j'ai toujours dit que les Arméniens sont en voie de disparition et il y a des signes. C'est pas seulement, je dirais, les organes de presse ou bien la librairie Saint-Emilion qui disparaît. Bon, il n'y a pas que ces signes. Il y a en fait une chose qui manque, c'est que, par exemple, la diaspora arménienne n'a pas d'écrivain. Je vais parler de mon cas. N'a pas d'écrivain. À part moi. Je regrette, c'est pas pour me vanter, à part moi. Je suis le seul à parler, à écrire en langue française sur les Arméniens. Trouvez-moi un autre, il n'y en a pas. Alors qu'est-ce que c'est qu'un écrivain? Un écrivain, c'est... Alors, un écrivain qui écrit sur l'Arménie. Qui écrit par exemple sur l'Arménie. Il y a peut-être d'autres personnes d'origine arménienne qui écrivent des choses... Qui écrit sur l'Arménie. Mais vraiment, l'Arménie vivante. L'Arménie vivante. L'Arménie vivante, parce que d'autres personnes écrivent quand même sur l'Arménie, j'imagine. Ils écrivent sur l'Arménie. Ma grand-mère, j'ai trouvé des photos de ma grand-mère lors du génocide. D'accord, donc c'est sur le passé, on ne parle pas véritablement d'une réflexion sur l'Arménie actuelle et future, L'Arménie vivante, il n'y en a pas. Il n'y a pas, d'accord. Il n'y en a pas. Il y a des écrivains qui vont en Arménie, qui n'écrivent pas sur l'Arménie. Comme si, en fait, c'est un objet un petit peu fantasmagorique, quoi. Mais le vivant chez les Arméniens, c'est ça le problème. Le vivant chez les Arméniens a été complètement occulté. Au profit justement de la mort. C'est pas justement organisé tout ça, parce qu'on nous rabat justement entre guillemets les oreilles matin, midi et soir sur des communiqués sur le génocide. On a mis un khatchkar, on va pleurer. Mais ça fait partie. C'est récurrent quand même ces derniers temps. Il y a quand même une multiplication de ce genre de choses. Je me rappelle dans ma jeunesse, il n'y avait pas autant effectivement de commémoration par rapport au 24 avril. Il y avait plutôt plus de culture et moins de ce genre de choses un petit peu, on va dire, qui sont axées sur le 24 avril uniquement. Alors, moi j'ai appartenu au mouvement qui s'appelle le Centre d'études arméniennes. À l'époque, il y a 50 ans, on ne parlait pas du tout du génocide. C'est bien ce qui me semblait, effectivement. Voilà. Mais, si vous voulez, la reconnaissance, ou le travail sur la reconnaissance, a été exponentiel et il ne faut pas s'en plaindre. On a fait effectivement énormément de choses, énormément de travail. Par exemple, à l'époque, on voulait toucher des politiques, on n'y arrivait pas, alors que maintenant, il faut le reconnaître, des gens du CCAF arrivent à toucher les politiques. Vous n'avez pas l'impression que c'est un peu le contraire, c'est pas plutôt les politiques qui nous utilisent pour leur... Mais n'empêche que, peut-être, mais n'empêche qu'on on en a tiré des bénéfices. Il y a eu la loi sur la reconnaissance du génocide par les Français. Et est-ce que cette loi nous a apporté quelque chose sans faire de dénigrement gratuit, mais concrètement, est-ce que là on en tire quelque chose? Il vaut mieux ça que rien. Je suis d'accord, mais est-ce que concrètement... C'est très important. Parce que, en fait, pourquoi on cherche cette reconnaissance de la part des pays autres que la Turquie pour l'instant? Pour une chose, premièrement, parce qu'en fait, lors du génocide, les Arméniens n'étaient pas des hommes. C'était des cancrelats, c'était des rien du tout. La reconnaissance du génocide par les autres pays, c'est une manière pour les Arméniens de réintégrer la communauté des humaine. Ouais. C'est très important ça, parce qu'on retrouve notre dignité. Bon. Mais, comme je l'ai dit, c'est un piège, parce que
C'est dans ce sens-là, évidemment, que je voulais parler. Nous avons complètement, je dirais, travaillé sur cette mémoire au détriment de notre culture. Et c'est ça qui fait que... la mort au détriment du vivant, quelque part. Moi, je pense que, par exemple, dans les écoles arméniennes, on devrait apprendre l'arménien oriental. Parce que si les gens apprennent l'arménien oriental, et le goût de l'Arménie, moi, depuis le temps que je dis voyager à pied en Arménie, j'ai des itinéraires formidables. Je l'ai fait, j'ai rencontré des gens formidables. Mais les gens ne le font pas. Alors qui le fait, ça? C'est Terre d'Aventure. Terre d'Aventure a un itinéraire, par exemple, qui va de Sissiane, enfin pas exactement de Sissiane, un peu plus loin, jusqu'à Tatev, à pied. Hein. Aucun Arménien ne l'a fait. Les Arméniens ne le font pas. Moi, j'ai mon itinéraire, j'ai des bouquins. Vous allez passer par tel endroit, vous allez rencontrer des gens formidables. Eh bien, ils ne le font pas. Pourquoi? C'est là qu'est le problème. Parce qu'il faut créer une osmose entre les deux peuples. Ça commence, mais c'est trop lent, en fait. C'est beaucoup trop lent. Et puis, je pense aussi que, quand même, on devrait, par exemple, à Paris, créer une maison de la culture, mais arménienne, mais une maison arménienne de la culture, c'est-à-dire une maison où la culture arménienne soit présente, mais en confrontation avec les autres cultures. Est-ce que vous avez des relations avec, on va dire, les représentants de la communauté arménienne à l'heure actuelle? Vous avez eu... J'ai eu auparavant... Mais à l'heure actuelle, est-ce que vous discutez avec eux, justement? J'ai coupé les liens, j'ai plus le temps. Vous étiez très engagé, et le regard que vous avez de la diaspora, est-ce que vous trouvez ça à l'heure actuelle plutôt positif, ou on va dans une direction plutôt négative? Moi, je trouve que je suis très pessimiste sur la diaspora. Franchement, je crois qu'elle va disparaître. Alors que justement, on est arrivé à un moment où tous les politiques nous ont reconnu, effectivement, reconnu le génocide arménien comme vous avez cité, mais il n'y a pas de prise de conscience justement de cette culture, la continuation de cette culture. La diaspora ne peut exister qu'en relation avec l'Arménie. Donc il n'y a pas de lien avec l'Arménie, effectivement. Et comme les liens avec l'Arménie sont très méfiants, sont très distants finalement, même s'il y a des liens sporadiques, etc., sporadiques, ponctuels, il y a des choses qui se font, il ne faut pas non plus cracher dessus, mais d'une manière générale, on assiste à une déliquescence de la diaspora. Par exemple, encore une fois, ça je l'ai 1000 fois écrit, je reviens à mon cas, je dis mais moi quand je serai plus de ce monde et qu'il n'y aura plus d'écrivains, pour qu'on prenne conscience de ce qui se passait. Avec mes livres, on va dire, qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce que les Arméniens pensaient à cette époque, ne serait-ce qu'avec Ayutthun par exemple, on a une conscience à travers l'écrivain de ce qu'on est. Mais quand il n'y aura plus d'écrivains, eh bien, cette conscience-là va disparaître. Il faut savoir qu'il y a eu des communautés arméniennes en Roumanie et dans l'Europe centrale qui ont complètement disparu. Il y a même des gens qui savent qu'ils ont été arméniens, mais qui ne savent pas. Qui ont des noms de famille en arménien, comme la majorité de la communauté arménienne. Mais justement, le discours qui est véhiculé, et on en terminera là, par, on va dire, l'idéologie, on peut dire que c'est une idéologie un petit peu qui est communiquée dans la diaspora arménienne, c'est que on dit ce ne sont pas nos terres se trouvent dans la partie occidentale qui est occupée par la Turquie, hein, c'est ça. Donc il faut se battre pour récupérer nos terres d'Arménie occidentale qui ont été perdues et occupées par la Turquie. Est-ce que ça c'est on va dire une réflexion positive qui permet aux Arméniens de la diaspora de se mettre en lien avec l'Arménie actuelle? Est-ce que les Arméniens plutôt de la diaspora ne devraient pas plutôt aller en Arménie et essayer de trouver des liens avec l'Arménie qui vit actuelle sur des frontières avec une constitution, etc., des lois, essayer de changer les choses de l'intérieur pour après essayer justement de résoudre ces problèmes de génocide à l'extérieur? Est-ce que c'est pas plutôt ça qu'on devrait faire? Oui, mais de toute manière, les Arméniens, encore une fois, sont malades. Le génocide les a rendus malades. Vous pensez que c'est le génocide? La nostalgie,
la nostalgie de ces pays perdus, ça nous rend malades et ça nous empêche d'avancer. Vous pensez que c'est vraiment le génocide? Parce qu'il y a plein de peuples qui ont subi des génocides, les Juifs, etc. On a perdu Vannes et tout ça, c'est à cause du génocide. D'accord, mais il y a quand même un pays qui existe, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt se concentrer à construire ce pays? Oui, je suis d'accord. C'est ça non, mais moi je parle de l'Arménie occidentale. C'est-à-dire que vouloir reconquérir Vannes et tout ça, comme certains le veulent, je comprends que ce soit un mouvement psychologique normal, si vous voulez, de la part de quelqu'un qui a perdu une chose énorme. Mais ça nous empêche de vivre. Ça nous empêche de vivre. La seule chose qui peut nous aider les Arméniens à retrouver leur identité, c'est effectivement de se fondre avec l'Arménie telle qu'elle existe et de travailler avec eux. Voilà, travailler avec eux. Moi, je le fais avec des écrivains. Moi, je donne du travail à des traducteurs qui traduisent mes livres et je les paye de ma poche. Et même des éditeurs, je les paye de ma poche. Vous n'avez pas d'aide de la part de la communauté qui essaie de promouvoir vos livres ou ce genre de choses-là? Ils essaient de promouvoir mes livres, mais ça, c'est un autre problème parce que, en fait, le livre en Arménie est sinistré, complètement sinistré. Oui, mais ici, en France? Je parle de vos livres en France. En France, personne ne me lit, faut pas croire. Non. Ce livre-là, je l'ai vendu à 3 exemplaires. J'en ai sorti 200. Et vous avez des relais de la part de non, j'ai pas de relais, j'ai plus de relais. Qu'on appelle ça des médias arméniens, franco-arméniens, vous avez des relais? Qui La Nouvelle d'Arménie. La Nouvelle d'Arménie n'en a pas parlé, bien sûr. Voilà. Merci Denis Donikian de nous avoir précisé votre pensée. Je rappelle aux auditeurs que vous pouvez retrouver l'intégralité des ouvrages de Denis Donikian sur notre site internet. À très bientôt. Au revoir.